Merci à tous, c'était très intéressant. Je voudrais vous poser une question, Madame Roued, sur la dernière partie de votre intervention. Que pensez-vous de certains élus, je me souviens un peu quelle municipalité, qui proposent un permis de louer pour répondre à votre souci que je partage totalement des marchands de sommeil? C'est très utile. À Liban, on vient de le mettre en place. Permis de louer et permis de diviser aussi, puisqu'on est confronté à un problème. Libourne, c'est une ville un peu bordelaise, avec des beaux bâtiments patrimoniaux. Des investisseurs achètent, divisent, font des logements qui sont extrêmement limites sur le nombre de mètres carrés. On a mis dans le PLU une taille minimum sur le mètre carré pour les logements. Et on vient de créer le permis de louer, le permis de diviser. Ce sont des outils extrêmement utiles et il ne faut pas que les maires hésitent à s'en servir. Oui, bonjour. Dans la vente des logements sociaux, évidemment, dans un immeuble, comment décide-t-on de l'appartement que l'on va vendre et que devient le locataire? Est-ce que c'est le locataire qui décide d'acheter ou est-ce que c'est le bailleur qui décide de vendre un certain nombre de logements? C'est quand même pas très clair. Je pense que Madame Boulmier va vous répondre. Voilà, c'était pour Madame Boulmier, effectivement, si elle est là. Merci. En effet, la vente à HLM, elle ne se fait pas en claquant dans les doigts. Vous savez, le logement tout entier est c'est une matière d'une complexité infinie. Et donc, on ne s'affranchit pas aussi vite que ça des règlements. Donc, la première décision appartient à un conseil d'administration, quelle que soit la famille HLM, qui décide qu'il va mettre en vente des logements. Et puis ensuite, c'est ce que j'expliquais ce matin, c'est que ce sont les locataires qui sont d'abord sollicités à propos des logements mis en vente et qui se manifestent. S'il n'y a pas de locataire, évidemment, si c'est le locataire, si le logement est occupé, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que le locataire occupant décide de l'acheter. Bien, on peut poursuivre la procédure sous les réserves que nous évoquions aujourd'hui, des accords, etc., et dont on ne sait pas, des accords des collectivités dont on ne sait pas ce que fera la loi Elan, comme le disait Laurence Rouet tout à l'heure. Mais voilà, s'enclenche à ce moment-là la vente et on demande au Crédit Agricole de savoir bien financer le locataire. Je ne sais pas si nos amis du Crédit Agricole sont là. Voilà. Et puis, à défaut, donc, imaginons un logement vide, auquel cas, là, c'est les locataires du parc qui sont d'abord qui se positionnent. Et si jamais il n'y a pas de locataire du parc HLM, de l'organisme et de l'ensemble des organismes HLM, ensuite vient la capacité de vendre à quelqu'un qui, un accédant privé qui n'a pas de lien particulier avec le logement HLM. Voilà, vous voyez, là c'est très interactif entre la décision de l'organisme et puis la volonté du locataire à acheter. Alors, une dernière question. Jean-Pierre, tu vas avoir droit évidemment à la parole. C'est évident. D'ailleurs, il y aura un applaudissement spontané, d'ailleurs, quand tu vas prendre la parole, je pense. Bon, je suis désolée, c'est une dernière question et j'en ai deux. La première, c'est quand vous parlez de rénovation énergétique, j'ai eu très peur sur le premier débat qu'on n'en parle pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux aider le locataire ou est-ce qu'il vaut mieux aider le propriétaire? Parce qu'on se rend compte très souvent que le locataire subit la non-volonté du propriétaire de rénover son logement et n'a souvent pas d'autre choix que de partir parce que le propriétaire souvent ne fait pas ce qu'il faut et voilà. Et ma deuxième question, c'est est-ce que, certains d'entre vous ont parlé de lien avec la santé, mais c'était plutôt dans la proximité avec les lieux de santé. Est-ce que vous faites attention, de façon générale, au lien entre habitat et santé? À savoir qu'un logement dégradé, bien sûr, est nocif pour la santé, s'il y a du radon, s'il y a des moisissures, etc., s'il y a des infiltrations, mais aussi dans l'aménagement du territoire, il commence à y avoir un certain nombre
de recherche là-dessus. Le fait d'aménager un lieu de façon à ce qu'il soit bénéfique pour la santé, de par le fait qu'on peut y pratiquer du sport, de par le fait d'un aménagement global. Merci. Qui répond ? Je veux bien répondre sur votre deuxième question. En 2 temps, au niveau de l'agglomération et avec un zoom sur Biarritz. Au niveau de l'agglomération, dans la construction du PLUI, au niveau de l'ACBA, donc ces 5 communes, Bayonne, Biarritz, Anglette, Boucau, Bidart, on a vraiment intégré les pleins et les vides. C'est-à-dire qu'on considère que le logement, encore une fois, c'est pas un empilement de parpaings, c'est un environnement. Donc il faut une qualité de service public, il faut une qualité des espaces publics, il faut surtout du végétal. Moi, je crois beaucoup au paysage pour bien respirer, bien vivre. Il faut des temps de respiration. Donc on a vraiment inscrit tous ces codes référencés dans notre futur PLUI, où on veut que le logement s'inscrive dans un environnement qui soit facile, agréable, parce que ce qu'on vit, c'est une qualité de vie et une qualité de ville. Un zoom sur Biarritz. Récemment, j'ai eu 2 PC que j'ai refusés en étant furieuse. J'avais juridiquement pas les moyens de le refuser, mais je les ai refusés quand même, c'est pas bien. Parce qu'en fait, c'était des aménagements de garage dans lequel il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait un pauvre Velux au-dessus d'une cuisine, ce qui fait qu'il passait entre les critères, vous savez, des règlements d'hygiène et de salubrité. Et pour autant, moi, j'ai dit à mes équipes, on ne peut pas accepter que des gens vivent dans ces conditions. C'est pas possible. Tout était borgne, en fait. Donc, j'aurais dit, on ne peut pas accepter ça. Et j'ai eu coup sur coup 2 dossiers comme ça d'aménagement où c'est pas pensable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'en appelle aussi aux législateurs d'avoir plus de moyens de contrer un logement. On doit être bien dedans, on doit avoir envie d'y vivre, on doit avoir envie d'y aller. Jean-Luc Béraud disait, on y passe 60% de notre vie. Donc nous, on a une responsabilité en tant qu'élus de faire en sorte que les gens soient bien. Et quand ils sont bien, ils sont en meilleure santé, me semble-t-il. Bien. Alors, dernière question, Jean-Pierre Labreuil. Et ensuite, je vous propose de vous déplacer de quelques mètres pour notre pique-nique et ma foi, qui est préparé par notre restaurateur local, Peyo Espelette. Voilà. Jean-Pierre, c'est à toi. Attendez que j'ai fini de parler pour m'applaudir. Alors, d'abord, je voulais remercier Jean-Luc Béraud, puisqu'il considère que ça fait 10 ans que je pose de très bonnes questions. Donc, il devrait m'écouter plus souvent, manifestement. Alors, première question. L'intitulé de la journée, c'est « Aider au logement ». Moi, je considère que cette question-là fait partie d'une question plus large, qui est celle d'aider à l'accès et au maintien dans le logement. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'il faut aider, c'est pas des objets, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. Je crois que moi, c'est comme ça que j'ai envie d'entrer dans la question. C'était ma première question. Deuxième question, mettre tous les acteurs autour de la table et en discuter. Moi, je trouve que dans les acteurs à mettre autour de la table, il y a bien sûr des professionnels, il y a bien sûr des élus. Je crois qu'il y a aussi ce que certains appellent des usagers, des habitants, des représentants des salariés, de ceux qui veulent se loger, des associations qui défendent le droit au logement, etc., etc. Donc, ça me paraît très important de ne pas oublier cette catégorie lorsqu'on parle. Est-ce que vous partagez mon avis de ce point de vue-là ou pas? C'était ma deuxième question. Troisième question. Plusieurs fois c'est intervenu dans le débat et j'étais très sensible à ce qu'a dit notamment le monsieur de la SAGEC ce matin, c'est le lien qu'il y a entre la question de la nature et du niveau des aides et la question du niveau des prix. Manifestement, il y a une articulation très forte, mais qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas forcément la même selon le type de sujet, selon le type d'aide et selon le territoire. Donc la question pour moi qui en découle, c'est pourquoi ne pas rentrer dans la question de la régulation des marchés fonciers immobiliers de façon assumée, pleine et entière, franchement, quoi. Bon. Et ensuite, les aides, ce sont des aides publiques. Et quelle contrepartie d'intérêt public au fait de délivrer une aide financière à un propriétaire, à un promoteur, à une famille? Voilà. Quelle contrepartie d'intérêt public? 3 questions. Oui, je vais peut-être pas répondre précisément à chacun des éléments de la question, mais plus de manière globale pour dire que moi je suis
complètement dans ce logiciel-là. Je pense que ça s'est compris dans mon intervention, peut-être un petit peu enflammé. Mais effectivement, la question de fond, notamment celle qui est posée là, sur le panneau, là, c'est est-ce que le logement est un bien comme un autre? Et est-ce que le marché du logement est un marché comme un autre? Il me semble vraiment que ce n'est pas un marché comme un autre, parce que le logement est un bien fondamental qui est nécessaire pour la vie des gens. Et donc, à partir du moment où on part de cette logique-là, on ne peut pas se permettre de laisser le marché du logement effectivement totalement débridé. Or, quand on arrive à des extrémités telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, en Pays Basque comme ailleurs, la question se pose effectivement de celle des aides publiques, de celle des responsabilités de chacun des acteurs sur ce marché-là. Et effectivement, quand on parle aussi de mettre tout le monde autour d'une table, c'est très important, je suis d'accord avec Nathalie quand elle le disait. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne sera pas d'accord, et ça, c'est vrai que même si je suis un jeune élu, je sais bien qu'on est toujours le dangereux collectiviste des uns ou alors l'ultralibéral des autres, mais laisser penser qu'on pourra toujours satisfaire tout le monde de la même manière dans une logique de marché, et notamment sur la logique de marché concernant le logement, je pense que ce n'est pas possible. Et pour ne prendre qu'un exemple dont on a beaucoup parlé, parce que bon, je prétendais surtout pas représenter les 3/4 de votre réponse, de votre intervention par ma seule interpellation, mais pouvoir laisser penser que sur un foncier, un territoire aussi contraint que celui de Biarritz, qui n'est pas une exception sur le littoral, Saint-Jean-de-Luz c'est en zone AVAP, c'est une zone aussi tendue, etc. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, l'apanage de Biarritz n'est pas d'avoir les difficultés qui n'existent pas ailleurs. Peut-être pas toutes. C'est en tout cas ne pas laisser croire qu'on puisse à la fois prétendre donner les mêmes droits aux gens qui sont notamment accessibles à des loyers sociaux, à l'accession sociale à la propriété, c'est 75% de la population, et en particulier de la population biarrote, et en même temps laisser penser aux gens qui sont, alors, par exemple, propriétaires de résidences secondaires, 12 000 dans la ville, qui ne représentent pas une responsabilité, un enjeu de la réponse à donner. Donc je pense effectivement que la question se pose de la manière dont l'a posé monsieur. Est-ce que le logement doit être un marché laissé totalement libre ou pas? Et sur ça, c'est sûr que les cultures politiques sont opposées. Ouais, je voudrais juste répondre une seconde, sans faire du ping-pong, mais moi je suis plus pragmatique que ça, c'est-à-dire que je sais que mon pays est très endetté, qu'on l'a vu et on le voit dans nos budgets principaux, on a une baisse drastique des dotations publiques, donc on se doutait bien qu'on allait avoir une baisse des aides, et c'est le sens de l'histoire. Donc en tant qu'élu, on est responsable et on est obligé de trouver de nouvelles solutions. Donc moi, je m'attache à essayer de trouver de nouvelles solutions, et il y en a plein. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir plus de turnover dans les logements sociaux? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui vit dans un T5, dont les enfants sont partis et qui est divorcé, par exemple, Madame, je vous mets à disposition un nouvel appartement, je vous paie votre déménagement, je vous installe votre cuisine, enfin je suis prête à tout faire, mais comme ça je peux le récupérer pour une famille. Eh bien, je n'ai pas le droit de le faire. Et si je pouvais juste faire ça, je débloque déjà un certain nombre de dossiers. Ensuite, on a parlé de précarité énergétique et de réhabilitation. Moi, je suis extrêmement favorable, effectivement, à ce qu'on s'occupe déjà des appartements qui existent pour les réhabiliter. Ensuite, il faut aussi travailler le transgénérationnel. Moi, j'ai une population qui est assez âgée, qui parfois vit seule dans des maisons qui leur appartiennent. Je ne vais pas non plus les virer de leur maison, elles sont propriétaires. Mais je pense qu'il y a des liens à créer, parce que je peux avoir des étudiants d'un côté qui pourraient aller vivre avec des vieilles dames, leur faire leurs courses. Enfin, on est obligé, par rapport à cette société qui évolue, de trouver une nouvelle solution, et on ne pourra pas que compter sur l'État. Eh bien, merci d'avoir rappelé que le logement, c'est d'abord de l'humain. Hein, et merci à tous, et merci au public pour vos questions et votre écoute.